Les députés du socle commun ont voté contre, tandis que ceux du Rassemblement national se sont abstenus. Selon la présidente des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, le RN sauve Emmanuel Macron. La Cour de cassation se prononcera le 26 novembre sur le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Dans ce dossier, l'ancien président avait écopé en appel d'1 an de prison, dont 6 mois ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Une journée clé au procès en appel des viols de Mazan. L'accusé est confronté à Gisèle Pellicot. S'il reconnaît des actes sexuels sur la victime endormie, il rejette tout viol et assure qu'il pensait participer à un scénario libertin. Les vidéos filmées par Dominique Pellicot doivent être diffusées. En première instance, l'accusé avait été condamné à 9 ans de réclusion. Elle a été retrouvée saine et sauve, la fillette de 3 ans qui était portée disparue dans l'Orne. Son père a été interpellé aujourd'hui dans le Morbihan. Il a été placé en garde à vue ainsi qu'une seconde personne qui hébergeait le père et la fillette. Selon Ouest France, le suspect avait déjà été condamné pour violence conjugale et avait perdu son autorité parentale. Et puis à la veille de la panthéonisation de Robert Badinter, les Français pourront ce soir se recueillir sur le cercueil de l'ancien garde des Sceaux, à l'origine de l'abolition de la peine de mort en 1981. Le Conseil constitutionnel accueille une veillée funèbre ouverte au public. Robert Badinter nous a quittés l'an passé à l'âge de 95 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Nous allons parler des relations entre les hommes et les femmes. Alors ces relations, elles changent sans nul doute et elles changent depuis toujours. Sauf que depuis MeToo, il y a peut-être un véritable bouleversement qui inquiète peut-être un peu plus les hommes. Mais c'est peut-être pas mal que ça les inquiète un peu, à tel point d'ailleurs qu'on entend certains dire que ce sont les hommes qui seraient en danger. En tout cas, mon invité s'est bien penché sur la question des hommes et donc Hélène Vecchiali revient sur cette proposition qui consisterait à les déconstruire. Or, c'est une fausse bonne idée parce que pour déconstruire, il faudrait peut-être déjà que les hommes soient tous construits, ce qui n'est pas sûr. Et puis, je crois qu'il faut aussi peut-être parler de ce que c'est que la virilité. Alors la virilité au sens du siècle dernier, elle n'a peut-être plus beaucoup de sens aujourd'hui parce qu'on n'a plus besoin de cette force brute des hommes et c'est peut-être tant mieux pour eux parce que je crois qu'il y a pas beaucoup d'hommes qui étaient heureux d'aller se faire trucider à la guerre. Et puis, si on se place du point de vue des femmes, je suis certaine que les femmes aiment toujours les hommes, en tout cas ceux qui les respectent. Alors ensemble, on va essayer de comprendre ce qu'est ou ce que devrait être un homme du 21e siècle. Donc, je vous invite, messieurs, à venir nous dire en quoi vous vous sentez homme. Et puis, j'invite aussi les femmes qui pourraient venir nous dire ce qu'elles attendent d'un homme. Notre numéro, c'est le 0826 300 300. Vous pouvez également, si vous voulez, nous le dire par SMS. Vous envoyez, Brigitte, votre message au 7 20 18. Et puis, si vous avez envie qu'on vous appelle, évidemment, laissez votre numéro de téléphone. Hélène Vecchiali, merci d'être avec nous. Vous avez écrit un livre tout à fait passionnant, justement sur les hommes, sur ce que c'est un homme, comment on peut devenir un homme aujourd'hui en ce 21e siècle. Le titre du livre, c'est La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée. C'est aux éditions Guitret-Daniel. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, justement ? Je pense que vous avez raison. C'est difficile d'être un homme aujourd'hui et il y a à l'évidence une crise de la masculinité. Les statistiques sont terribles parce que le taux de suicide des hommes est de 75%. 75% contre 25% de femmes. Ah d'accord, oui, parce que tout d'un coup, je me disais, si 75% des hommes se suicident... Non, ils ne se suicident pas tous, mais sur la totalité des personnes qui se suicident, 75% sont des hommes. Et c'était moins avant ? Oui, c'était bien moins. Et là, c'est les dernières statistiques de l'ONU, donc c'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a confondu virilité et pouvoir, et que les hommes ont longtemps aussi été assignés à être rigides, droits, dominés, conquérir, etc. Tout ce qui n'est plus d'actualité. Donc pour certains, le monde s'écroule et ils se sentent un peu perdus. Et ils se retrouvent à devoir choisir entre être super macho ou super effacé, puisque le patriarcat, qui est quand même assez toxique, leur ordonne
des super virils et super courageux et super dominants. Et puis aujourd'hui, le matriarcat leur demande de se déconstruire, donc d'être effacés. Donc, même si on peut comprendre que les femmes, certaines femmes sont excédées parce que l'inégalité est toujours pas là, être super effacé, c'est pas non plus une bonne solution. Donc voilà, moi de mon côté, je leur propose dans mon livre une troisième voie, c'est-à-dire ni obéir comme un fils à maman, ni obéir comme un fils à papa, mais obéir à eux-mêmes et apprendre à être debout sans écraser, à aimer sans posséder, à exister sans prouver qu'ils sont supérieurs, par la voie de ce que j'ai appelé moi l'initiation, c'est-à-dire comme les rituels de passage des peuples autochtones, se départir des figures parentales et tutélaires et puis trouver sa propre voie, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout de rituel de passage, hein, d'ailleurs, pas plus beaucoup pour les femmes. Alors les femmes, il y a peut-être encore l'arrivée des règles, des éléments comme ça très, très marquants dans le corps qui peuvent nous permettre d'échanger avec sa mère. Justement, qu'est-ce qu'un père doit dire à son fils aujourd'hui Eh bien, sans doute lui dire que d'abord lui transmettre les valeurs de respect, les valeurs de courage, les valeurs de bonne foi, c'est-à-dire de reconnaître ses erreurs, les valeurs d'honnêteté, les valeurs d'une éthique d'action, c'est-à-dire je fais ce que je dis. Les Amérindiens disent marcher sa parole. J'adore cette expression, oui. C'est-à-dire je fais ce que je dis ce que je fais, les valeurs... Et c'est intéressant parce que, comme je le dis souvent, les hommes sont plus dans l'action que dans la parole, et donc ce que vous venez de dire, c'est d'autant plus important pour les hommes, puisqu'ils sont dans l'action, donc qu'ils agissent en fonction de leurs valeurs et de ce qu'ils disent. Oui. Leur transmettre aussi de ne pas céder à la facilité, de ne pas céder à ses pulsions, de ne pas suivre le troupeau, de ne pas obéir aveuglément, voilà, de transmettre tout ça. Et puis ensuite de leur dire, voilà, je te transmets ça parce que tu es petit et que tu es en train de grandir, mais arrivera un moment où il va falloir que tu te départisses de tout ce que je te dis, c'est-à-dire de respecter les valeurs bien sûr, mais après que tu trouves ta propre voie et que tu ne suives pas justement aveuglément ce que moi je te dis de faire. C'est-à-dire faut que tu apprennes à me tuer le père, voilà, et d'avancer par toi-même. Et je crois que ça c'est vraiment précieux. Et puis surtout un père, ça doit être un exemple. Et le père doit se dire, même s'il y a des choses que j'ai pas trop envie de faire, je vais m'y obliger parce que mon fils et ma fille me regardent. Mmh. Et justement, qu'est-ce que vous dites alors de ces hommes qui sont élevés sans père? Et il y en a de plus en plus aujourd'hui. D'ailleurs, certains disent que actuellement, un des dangers pour les hommes, c'est qu'ils n'ont plus tellement de modèles d'hommes autour d'eux. C'est-à-dire que quand c'est une mère qui élève seule ses fils, quand c'est à l'école, il y a plus de femmes que d'hommes qui enseignent. Mais c'est évident que les vieux modèles sont quand même pour certains bons, à savoir qu'il faut impérativement qu'il y ait une autorité. Et on sait que qu'une femme qui a porté un enfant pendant 9 mois et puis qui accouche a avec cet enfant un lien de tendresse, de proximité qui est indéniable et qui n'est pas interchangeable. Et par conséquent, c'est très difficile pour une femme d'avoir à la fois le chemin de la tendresse et le chemin de l'autorité. Bien sûr qu'il y a des femmes qui peuvent être autoritaires, mais on sait que la voix, par exemple, l'enfant a entendu la voix de la maman dans le ventre pendant 9 mois, et cette voix, le concernant, a été une voix forcément douce et attentive quand tout se passe bien. Et la voix du père est perçue comme, avec ses sons graves, comme plus impactante au niveau justement de l'autorité, des ordres et du non-NON. Donc c'est indispensable qu'un enfant puisse s'élever avec ces 2 piliers, non pas que le père ne puisse pas être tendre, c'est pas ce que j'ai dit, mais à un moment qu'il puisse entendre non, et que ça vienne cadrer ses pulsions. Donc pour vous, le nom du père, ça s'écrit N-O-N? Voilà. Et non pas N-O-M? Voilà. N-O-N. Et qui viennent
là faire coupure entre la mère et l'enfant, qui viennent faire coupure avec les pulsions qui sont toutes autorisées et qui fassent en sorte que l'enfant ne devienne pas un enfant roi, voire un enfant empereur, voire aujourd'hui un enfant tyran. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de beaucoup d'adolescents, c'est que finalement la fusion reste un petit peu trop prégnante et c'est difficile de tenir debout si on est encore dans la fusion avec l'un de ses parents. Oui, et d'ailleurs c'est Lacan dont je souscris pas à tous ces concepts et toutes ces théories, mais qui malgré tout a parlé justement du fait que le père, la présence du père, la présence réelle et ou la présence symbolique, en tout cas, qu'il y ait un autre qui soit là pour faire coupure dans cette fusion et dans cet isolement de la dyade mère-fils, eh bien, la présence de ce père évite la psychose. Or, on peut se poser des questions sur ces ados qui sont des ados et pas des adolescents et pas des adolescentes, sur ces garçons qui sortent le couteau dès que quelque chose leur déplaît et puis qui sont capables de tuer pour un portable ou pour un regard de travers. On voit bien qu'il y a quelque chose qui le tiers n'est pas là. Le tiers n'est pas là et qu'on s'achemine vers quelque chose d'un peu psychotique. Quand on demande récemment à un des adolescents qui avait tué son copain, il a envoyé un message à un autre copain en disant « je viens de faire une dinguerie ». Je veux dire, tuer quelqu'un, appeler ça une dinguerie, on comprend bien que là, on est hors sol, quoi. Oui, on n'est plus dans la névrose, on est vraiment dans quelque chose de tragique. Dans la folie, osons voilà. dire. C'est-à-dire que, je crois que le sens des réalités échappe au psychotique. Et là, on voit bien que cette absence de père qui vient... justement permettre à l'enfant des limites et d'être plus dans quelque chose qui aura conscience de l'autre et de la vie de l'autre, eh bien ça change tout, quoi. Eh bien, on va voir ce que nous racontent ceux qui nous écoutent. Je crois que Raphaël, justement, pense que c'est plus dur d'être un homme aujourd'hui qu'avant. Eh bien, on va voir ce qu'il nous raconte. Et merci, en tout cas, Hélène Vecchiali, d'être avec nous et d'aider tous les hommes qui nous écoutent à tenir debout. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On évoque les hommes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un homme au XXIe siècle? Avec Hélène Vecchiali, vous avez la réponse évidemment dans ce livre, ce magnifique livre, La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée, aux éditions Très Daniel. Merci Raphaël de prendre la parole. Vous avez quoi, 40 ans à peu près, c'est ça? Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Raphaël. Oui, 40 ans moi. J'ai 40 ans tout juste, il y a 3 mois de ça. D'accord. Et donc vous pensez que c'est plus compliqué aujourd'hui d'être un homme que ça l'a été pour votre père, par exemple? Je dirais que oui, pour ma part. Après, la société est différente d'avant, quoi. Ça, c'est quand même pas mal transformé. Sur l'humain, c'est compliqué, je trouve. Je trouve que la relation entre les personnes sont dures. On est facilement stigmatisé et tout. Je trouve que c'est plus compliqué qu'avant, moi. Ouais. Ah mais moi, je suis certaine. Je suis certaine que c'est plus compliqué. Et je pense que c'était même plus compliqué pour votre père que pour votre grand-père. Parce que plus on avance, plus finalement on a une liberté d'être la personne qu'on a envie d'être. Mais sauf que la liberté, parfois, elle est très anxiogène. Et puis vous, en plus, et je pense que la génération, enfin ceux qui ont 20 ans, les hommes qui ont 20 ans, c'est certainement encore plus dur. Je crois que c'est peut-être, vous me direz Raphaël, peut-être c'est déjà dur d'être soi-même en dehors de tout sexe. C'est déjà dur d'être soi-même en tant qu'homme. Et aujourd'hui, c'est aussi dur d'être soi-même en face d'une femme, par exemple, parce que chacune a ses codes différents. Et vous aussi, ce qui fait que tout ça est compliqué, quoi. Il y a au moins trois casquettes qui sont pénibles, enfin difficiles à porter, soit en tant qu'homme et soit en tant que futur compagnon. Oui, tout à fait. On a beaucoup de choses qui sont. On voit plus le mal que le bien à des moments, et ça fait un peu bizarre, quoi.
C'est-à-dire, vous trouvez qu'on stigmatise beaucoup la jante masculine ? Pas spécialement, parce que les féminines aussi, on les stigmatise aussi, mais les hommes, on est plus poussés sur, je trouve, plus facilement accusés de tout que les féminins, quoi. Par exemple, vous auriez des exemples à nous donner ? Vous concernant ça peut vite partir en accusation sur des harcèlements, sur des choses sexuelles, ça peut vite dégénérer. Hein. Ça vous est sur juste un simple mot, quoi. Ça vous est arrivé déjà qu'on vous fasse une réflexion ou Oui, c'est pas rare. C'est pas rare. Il suffit de même des regards ou des choses comme ça. On dit qu'on a un regard imposant ou quoi que ce soit. Ça peut vite être accusateur. Et ça vous paraît absolument pas justifié ? Non, ça dépend de la personne, je dirais. Parce que non, mais encore une fois, on peut en tant qu'homme avoir un regard sans s'en rendre compte. Et après tout, moi je ne vois aucun mal, hein, Raphaël. Je suis pas en train de. Mais ça peut déranger une femme. Je comprends tout à fait. Oui. Mais par rapport à il y a quelques années, c'était pas la même chose. On n'avait pas les mêmes façons de faire. Et ça ne posait pas de problème. Admettons, il y a 20 ans, quand je sortais en boîte de nuit ou quoi que ce soit, ou même quand on avait des collègues, on pouvait avoir un dialogue facile ou quoi que ce soit. Et là, maintenant, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus... faut se méfier, faut faire attention à ce qu'on dit, faut faire attention un peu à tout. Ça va vite, hein, les accusations, les choses comme ça. Donc c'est un peu se méfier de tout le monde. Je trouve ça un peu triste, moi. Oui, mais je suis évidemment d'accord avec vous, Raphaël. Et ça vous inhibe un peu, justement ? Oui. Et ça vous, comment dirais-je, ça vous met un peu moins en confiance par rapport à vous-même ? Ça abîme un peu votre estime de vous-même, tout ça ? Je dirais que oui, parce que je me méfie un peu plus de tout le monde et j'ai un peu peur de... Après, on ne sait pas, les après, ça peut toujours être problématique, quoi. Vous êtes seul aujourd'hui ? Non, moi je suis marié depuis... ça fait longtemps. Bon, donc déjà, au moins, vous n'avez pas besoin de trouver une compagne. Déjà, vous êtes casé, comme on dit. Ouais. Est-ce que c'est dans le cadre du travail, alors que vous avez l'impression qu'il faut que vous soyez très vigilant ? Un peu tout, je dirais. Le travail, il suffit de peu. Hein. Moi, je suis au contact de beaucoup de monde dans le commerce et tout. Et il suffit de dire un petit mot, quoi que ce soit, on est vite... après les gens, on est juste parti appel pour dire qu'on a fait, admettons, juste un mot ou une phrase. Et c'est vite... on peut vite se faire avoir comme ça, moi je trouve. Vous sentez que les femmes sont un peu agressives, enfin certaines femmes, hein, encore une fois, on ne va pas généraliser parce qu'il y a des femmes qui adorent les hommes et qui vont certainement réagir. Mais vous trouvez qu'il y a des femmes qui sont quand même un peu agressives parce que vous êtes un homme ? Je crois qu'on a un petit souci d'antenne. C'est touchant parce qu'on entend bien, Raphaël, on ne va pas le cataloguer dans les catégories des machos. Hein. On voit bien que c'est pas du tout son profil, comme on dit, et on voit bien comment c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué. Il y a des hommes qui ont aucun problème avec l'évolution de la société et l'évolution des rapports hommes-femmes, où vraiment ça se passe bien. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est complexe et ils ont l'impression que quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, ça va se retourner contre eux. Donc c'est pour ça que c'est une évolution pour le monde masculin qui demande à être repensé et réfléchi individuellement et collectivement. On vous a retrouvé, Raphaël. Vous vous sentez agressé parfois par une femme parce que vous êtes un homme ? Pas spécialement. Je sais pas. Je pense que les gens sont un peu... C'est plus la température ambiante qui vous... Ouais. Et est-ce que vous auriez un exemple de phrase que vous avez pu dire et qui vous a été reprochée ? Il y en aurait plusieurs si j'y repensais plus correctement. Mais
juste par exemple, une dame, moi je suis dans le commerce des vêtements, et une dame se déshabille devant moi pour essayer un style de pantalon. Mhm. Et je me retourne et tout, et elle appelle son directeur après, quand j'étais parti et tout, pour dire que je l'avais regardé. Alors que moi, j'ai même pas eu l'instinct elle s'est déshabillée devant moi, ça m'a un peu... Habituellement, on fait pas comme ça. Et Oui, comme si elle vous provoquait, comme si elle vous avait provoqué pour vous accuser, quoi. Ouais, c'est pour ça. Après, j'ai été super surpris quand on m'a appelé par la direction pour me dire, on t'a accusé d'avoir regardé la personne et tout. J'ai été super surpris et vexé de Il faut porter plainte pour exhibitionnisme, hein. Oui. Non, je plaisante. Après, voilà, moi, c'est pas quelqu'un qui part en procès. Non, mais je plaisante de toute façon. Mais c'est vrai que... Et cette femme, elle avait quel âge? Elle était de quelle culture? Je dirais que c'était une dame qui avait une 50aine d'années. En plus, vraiment, c'était absolument pas dans le... Il n'y avait rien du tout qui pouvait lui faire penser à que je la regardais ou que j'avais des envies particulières. C'est peut-être ce qu'elle espérait. Hein, oui. Là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas très clair, hein, c'est sûr. Hein. Mais oui, mais le problème, c'est que... Oui, mais c'est douloureux pour vous, parce que vous vous sentez... c'est tellement injuste que c'est douloureux pour vous. Oui. Et vous avez puis des... Après, voilà, les mots se passent, et puis après, je trouve qu'après, au niveau des collègues, si ça se sait et tout, et je trouve ça pas normal d'être vu ça laisse des traces, hein, finalement. Ouais. Et puis comme... je peux comprendre, parce que du coup, on se dit, mais on m'assimile à tous ces connards dont je ne fais pas partie, et que je suis les premiers à critiquer, quoi, en gros. J'ai des hommes qui se mettent en caleçon devant moi, il n'y a pas de difficulté, pas de problème, ou quoi que ce soit. Mais une femme, c'est tout à fait compréhensible. Moi, je lui donnais son pantalon, et je ressortais de la pièce comme je fais habituellement. Et là, le temps que elle était déjà en sous-vêtements devant moi. Et quand je me suis retourné, je l'ai trouvé en sous-vêtements, et ça m'a surpris, quoi. Mais je me suis retourné aussitôt, quoi. Oui. C'est fait, et du coup, j'ai été convoqué aussitôt. Oui, et puis oui, parce que maintenant on se méfie tellement de tout ça que ça devient, c'est exacerbé, quoi. Oui. Bon, merci de votre témoignage, Raphaël. Je crains malheureusement que vous ne soyez pas le seul, et on va continuer à donner la parole aux hommes. Et dans un instant, surtout, on va parler du Love Conseil. J'ai trouvé un Love Conseil qui va peut-être vous amuser, Hélène Vecchiali. L'homme, est-ce une femme comme les autres? On en parle dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les Chevaliers. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors, Hélène Vecchiali, l'homme est une femme comme les autres. Parce que sur le plan génétique, il n'y a que 5% qui différencie l'homme de la femme, ce fameux gène Y. Et pourtant, à en croire certains, on serait très très différents. Alors moi, je crois qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Certes, dans l'ensemble, les hommes sont plus dans la pulsion sexuelle que les femmes. Mais je crois que les hommes, ils ont aussi besoin d'amour. Et quand on leur apprend à aimer, généralement, ils font mieux l'amour en plus. Donc, il ne faut pas du tout croire que les hommes ne pensent qu'au sexe. L'homme, certes, a peut-être plus de mal à écouter ses émotions, mais je crois que c'est tout simplement parce que l'homme, lorsqu'il y a quelque chose qui l'émeut, quand il va agir. Et nous, on va plutôt avoir besoin de parler. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement. Donc, il faut comprendre, bien sûr, que si nous, on parle, ils n'ont pas toujours la capacité d'écoute que peuvent avoir nos meilleurs amis. Donc ça, c'est aussi important à comprendre. Donc je pense que l'homme doit apprendre à être peut-être plus réceptif, et puis la femme doit apprendre peut-être à moins s'écouter, et quand elle a envie de quelque chose, peut-être à le formuler plus clairement, parce que c'est pas parce qu'on va émettre ce qu'on a envie que l'homme va forcément le comprendre, puisque justement lui
il a tendance à faire les choses. Hein. Et c'est comme ça que le couple peut avancer. Donc, je crois que dans un couple, en général, la femme va attendre trop de son partenaire pour aller mieux, et l'homme voudra trop apporter du matériel au lieu de l'écouter sur le plan émotionnel. Donc, c'est à trouver le juste milieu. Par exemple, aider votre femme à trouver des occupations qui l'aident à se construire, et aider votre compagnon à se détendre juste pour le plaisir. Ça pourrait être un bon deal, ça. Voilà. Et alors les mots pour le dire, juste pour rire, je me suis un peu amusée à faire une version homme et une version femme. Voilà 2-3 petits exemples significatifs de nos différences de langage. Hein. Quand un homme dit tu me fais bander, il faut entendre j'ai envie de toi. C'est tout. C'est pas juste. Et puis la femme, elle va pas dire je mouille, elle va dire je suis bien avec toi. Hein. Donc c'est pas tout à fait la pareille. Quand un homme dit jeter dans la peau, ça veut juste peut-être dire que je t'aime, hein, voilà. Donc c'est important aussi que tout ça on le comprenne, hein, même si c'est pas toujours les mots qu'on a envie d'entendre. Oui, je pense que c'est une bonne remarque. Il faut qu'on apprenne à être bilingue homme-femme. Voilà. Si c'était une personne étrangère avec qui on parlait, on serait très attentive et très attentif à bien comprendre ce qu'il a voulu dire ou ce qu'elle a voulu dire. En revanche, comme c'est un homme ou comme c'est une femme et qu'on est constitué en apparence pareil, avec 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, une bouche, on pense que tout va bien et qu'on parle la même langue, et pas du tout. Effectivement, on parle de langues différentes. Faites un dictionnaire bilingue, voilà. Vous allez remporter un franc succès. Parfait, c'est mon prochain livre. Bonjour Benjamin, merci de prendre la parole sur Sud Radio. Oui, bonjour Brigitte, et bonjour à votre invité. Bonjour Benjamin. Je voulais parler de ces difficultés que l'homme aujourd'hui il rencontre. Hein. Alors moi, ce que j'ai dit je voudrais juste votre âge, parce que je crois que c'est important justement par rapport à l'émission qu'on fait aujourd'hui, de vous situer par rapport à l'âge que vous avez. Ça vous ennuie pas, hein? Non, pas du tout. J'ai 32 ans. 32 ans, donc vous êtes un peu plus jeune. Vous êtes dans le feu. J'ai 32 ans, je suis... Allez-y. Non, allez-y, je vous en prie. Non, j'ai 32 ans, je suis marié, ça fait 15 ans que je suis avec ma femme. Et forcément, j'ai vu un peu l'évolution des relations entre hommes et femmes depuis quelques années. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus profond quand même comme sujet, dans le sens où, pour moi, le problème viendrait de l'éducation. En fait, quand mon père, ma mère, ils avaient eu une éducation, on va dire plutôt conservatrice, donc un homme avec son rôle de protecteur, de provident. La femme, elle avait son rôle d'aimante, d'éducation. Attention, hein, c'est pas du tout sexiste ce que je vais dire, hein, mais voilà, elle s'occupait de la maison, etc. Effectivement. C'était pour moi, en tout cas pour les enfants de l'époque, en tout cas, c'était cadré, quoi. On savait, mon père, il faisait ça, ma mère, elle faisait ça. Et puis, on grandit avec cette idée-là. Aujourd'hui, depuis un certain temps, il y a une espèce d'émancipation, je dirais, mais qui n'est peut-être pas forcément saine pour la dynamique homme-femme. Dans le sens où on a bourré, excusez-moi du terme, hein, on a peut-être bourré un petit peu le cerveau des femmes en disant oui, aujourd'hui, si tu veux être un homme, entre guillemets, tu peux l'être, il n'y a rien qui t'en empêche. L'homme, s'il va être beaucoup plus féminin, beaucoup plus sensible, etc., tu peux l'être. Et puis aujourd'hui, au niveau des enfants, c'est plus du tout cadré, c'est plus du tout simple. Donc en fait, je pense que la société aussi, elle a biaisé un petit peu les choses qui étaient simples, quoi. Donc, mais vous avez dit une chose tout à fait intéressante, Benjamin. Vous avez dit aux femmes vous avez dit qu'on disait aux femmes qu'elles pouvaient presque être un homme. Et je pense que l'erreur, elle est là, c'est que on demande pas, on dit aux femmes qu'elles ont la liberté de travailler, la liberté d'être puissantes, la liberté mais si elles veulent être un homme, elles ont rien compris. Et de même qu'on demande pas aux hommes d'être féminins. Et c'est un peu ça, je trouve, qui est faussé. Mais vous avez raison, c'est comme ça que beaucoup de femmes l'entendent. Oui, je crois pas qu'on dise aux femmes d'être des hommes. Je crois que les femmes
dans le monde de l'entreprise, dans lequel j'ai travaillé en tant que coach extérieur, où j'ai beaucoup coaché de DG, de PDG. On laisse aux femmes l'opportunité maintenant, heureusement, d'avoir des postes à haute responsabilité, pas suffisamment, hein, parce que là aussi il y a des plafonds de verre énormes. Et je me suis rendu compte que les femmes, quand elles sont à des niveaux élevés, eh bien, si elles se comportent pas un peu comme des hommes, elles passent pas. Et je crois que là, il y a une espèce de cercle vicieux qui fait que y a des malentendus, alors que les femmes qui arrivent à des postes élevés et qui se comportent comme des femmes, tout se passe très bien. Donc, est-ce que je peux me permettre une certaine observation par oui, bien sûr. Et encore une fois, je répète, hein, je suis pas du tout sexiste ou quoi. Hein. C'est que juste que je me dis que par rapport au travail, par rapport au milieu professionnel, hein, quand on arrive à des sphères très élevées, j'ai l'impression qu'on change un petit peu de monde. Ça veut dire que c'est un peu plus requin. Vous voyez oui, effectivement. De par mes études, je me suis rendu compte que la femme, au niveau des hormones, tout ça, il y a un certain niveau de stress que voilà, le corps de l'homme et l'organisme de l'homme est capable d'accepter, est capable de subir, et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que sur des sphères de professionnels assez élevés comme ça, bah malheureusement, le corps de la femme, les hormones, etc. Vont la défavoriser, parce que factuellement, je dirais factuellement, encore une fois, la société peut-être pousse la femme à aller à des endroits où peut-être qu'elle est pas faite pour ça. Vous voyez, je fais très attention à ce que je dis, parce que je veux pas paraître sexiste, mais je dirais qu'avant ça fonctionnait, avant c'était simple. Ma mère, elle était à la maison, elle avait son travail, elle était là, elle nous élevait. Papa, il était dehors. C'était lui le rempart du foyer. Mais Benjamin, je pense pas qu'Hélène soit d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord avec vous. Et l'autre jour, j'ai discuté avec un grand patron et on parlait justement de la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et il m'a dit une chose que j'ai trouvée très très drôle. Il m'a dit, mais à qualité égale, l'homme, il va demander un salaire 10 plus 3 et la femme, elle va demander un salaire 10 moins 3, pardon. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que on voit bien, d'une certaine manière. Alors après, est-ce que c'est inné ou acquis, hein, peut-être que je pense que c'est acquis, mais oui, non, oui. Mais c'est mais je sais pas, parce qu'on entend quand même tellement de femmes qui sont pas bien dans leur peau, qui sont et là où Benjamin a raison, c'est que nous, on a des changements d'humeur de toute façon jusqu'au moment de la ménopause. C'est une réalité physiologique. Vous avez totalement raison. Et on sait que vous, quand vous avez par exemple une émotion qui vous domine, vous allez agir. Nous, on a plus un temps mais cela dit, je pense que certaines femmes peuvent être de très très bonnes dirigeantes, et peut-être que si on avait une présidente de la République, elle serait moins je pense qu'on pourrait son ego. Aujourd'hui, on pourrait essayer ça, hein, parce que franchement, je comprends ce que vous dites, mais je suis pas d'accord avec ça, parce que on a besoin des deux, c'est-à-dire qu'on a besoin de personnes qui sont je reprends votre terme, peut-être plus requin, et on a besoin aussi de personnes qui ont une intelligence émotionnelle et avec une sensibilité plus développée. Je m'explique, on se rend compte dans les entreprises aujourd'hui, les gros problèmes de burn-out, les gros problèmes de harcèlement au travail, c'est énormissime, avec des turnovers colossaux. Or, on sait que dans les entreprises où les femmes dirigent, mais sans se transformer en hommes, en restant comme elles sont et en faisant ce qu'elles ont à faire, eh bien que ça se passe beaucoup mieux. Il y a vraiment ça veut bien dire qu'on est différent. Oui, justement, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on est différent, mais c'est pas disqualifiant d'être une femme pour diriger du tout. Mais c'est pas ce qu'a dit Benjamin. Enfin, si, il a dit que quand il y a beaucoup d'émotions... Allez-y, Benjamin. Allez-y. Est-ce que ça serait pas l'exception qui confirme la règle, justement? Mais c'est pas l'exception, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur les femmes dirigeantes dans les entreprises, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien mieux.
Mais vraiment, c'est très net. Le problème, c'est que il faut qu'elles puissent arriver à ces postes-là et que c'est pas gagné et que quelquefois, pour y arriver, elles ont l'impression qu'il faut justement qu'elles se transforment, qu'elles soient autrement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais j'entends ce que vous dites sur le fait qu'on a peut-être plus d'émotions, plus de variations d'humeur, quoique. Mais en attendant, ça ne nous dessert pas lorsqu'on arrive à des postes de pouvoir. Vraiment, moi, j'ai côtoyé les postes de pouvoir pendant 25 ans et je n'ai pas vu ça. En revanche, à chaque fois qu'une femme a essayé de se transformer en homme, ça s'est mal passé. À chaque fois qu'elle a gardé les qualités, ce qu'elle était pour avancer, ça s'est bien passé. Et je vous répète, les statistiques mondiales sont très très claires sur le fait que lorsque des femmes dirigent des sociétés, eh bien, ça se passe beaucoup mieux sur le plan émotionnel, sur le plan du respect d'autrui, du management et du travail. Et est-ce que du coup, pour finir, je sais que j'ai pas monopolisé l'antenne, mais juste une petite question. Oui, allez-y. Est-ce que factuellement, de manière globale, est-ce que avant ça marchait mieux? Est-ce que les femmes et les hommes, ils étaient beaucoup plus heureux à leur place, bien distinctes? Ou est-ce qu'aujourd'hui, avec ce mélange, on va dire, ce manque de oui. Est-ce que ça marche mieux? Non, sinon on ferait pas ce genre d'émission, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça marche. Vous avez raison, c'est une excellente question. Je ne sais pas si ça marche mieux ou moins bien, mais avant, c'est vrai que les rôles étaient répartis, ils étaient rigides. C'était papa domine, il est droit, courageux, fort, volontaire. Maman est gentille, douce, attentionnée. Sauf qu'on sait bien que le rôle des femmes était amoindri. Je veux dire, on a eu le droit de vote relativement récemment, on a eu le droit... Enfin, on n'était pas libres, nous les femmes, on était dominées, on était soumises. Donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les femmes doivent dominer les hommes et les soumettre. Et je pense qu'on est à un changement radical dans notre société, et que la difficulté, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, la baignoire et l'appartement, et qu'aujourd'hui, comme dans toutes les révolutions, eh bien, il y a des excès. Et que vous avez raison, ces excès font que tout le monde est un peu perdu, sans repère. Mais moi, j'ai une confiance immense dans l'être humain et je suis convaincue que les hommes sont tout à fait capables de s'adapter au fait qu'ils vont plus être dominants de façon massive et écrasante. Et je suis convaincue que les hommes sont capables d'aimer l'égalité avec les femmes. Sauf que c'est compliqué pour les hommes, et puis c'est compliqué aussi pour les femmes d'arriver à ne pas leur rendre l'appareil. C'est-à-dire, j'ai été dominée, maintenant je vais vous dominer, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc tout ça est très complexe, mais moi je suis convaincue qu'on y gagnera tous à avoir des rôles égalitaires et à s'aimer en liberté sans que l'un ou l'autre oppresse l'un ou l'autre. Voilà, écoutez, on y travaille, en tout cas nous tous les jours, et merci. Et Brigitte y travaille beaucoup, et ça c'est précieux. Merci Benjamin, en tout cas de votre intervention tout à fait brillante. On continue dans un instant, je crois, avec d'autres hommes qui ont envie de pousser un petit coup de gueule. Après tout, voilà. Ils ont bien raison, voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où aujourd'hui ils ont le droit de le pousser. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et oui, sur Sud Radio, on ose parler vrai, on ose aborder des sujets qu'on n'entend peut-être pas beaucoup. Hélène Vecchiali, donc vous êtes psychanalyste et vous l'avez compris. D'ailleurs, très longtemps, il y a très longtemps déjà, vous aviez écrit un livre, La gloire des hommes, ainsi soit-il. Oui. C'était très d'avant-garde, ce écrit livre. Au pluriel. Oui, tout à fait. Tout à fait, donc, et qui avait très très bien marché, et j'avais été émue parce que dans tous les endroits où j'avais fait des dédicaces, les hommes venaient me parler et surtout me dire je vais m'autoriser à être le père que je voudrais être, et ça pour moi c'était gagné, quoi, de dire je vais me poser en homme en tant que père. Et dans votre dernier livre qui vient de sortir,
Construction des hommes, une fausse bonne idée. C'est aux éditions Très Daniel. Et puis je suppose que vous avez envoyé un petit message à Sandrine Rousseau pour la remercier, parce que c'est grâce à elle que vous avez eu envie d'écrire ce livre. Oui, effectivement, quand je l'ai entendu dire j'ai à la maison, je suis heureuse d'avoir à la maison un homme déconstruit, j'ai eu une pensée très douce pour cet homme-là, où j'avais l'impression que devant tout le monde, on annonçait qu'il était castré symboliquement. En fait, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire, mais c'est malheureusement la phrase a été terrible à entendre. Bruno est avec nous maintenant. Merci Bruno de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Alors, moi je pense que j'ai toujours les attributs et la façade de l'homme et de ma virilité, tout en étant très égalitaire avec les femmes en général, et que je trouve que la période actuelle est presque une période bénie, en tout cas pour ceux qui habitent en France, et qu'on peut, je pense, aujourd'hui essayer de ressembler à qui on a envie d'être. Bravo. Voilà, parce que pendant très longtemps, on avait un modèle imposé, et qui était la masse. Donc souvent, on devait s'y contraindre et respecter. Donc c'était à la fois confortable, parce que c'est toujours confortable d'avoir un cadre très formel et qui vous dit je suis dans la norme. Souvent d'ailleurs dans les émissions de Brigitte, il y a souvent cette question qui vient de la part des auditeurs et des auditrices: est-ce que je suis normal? Mais oui. Donc c'est une vraie question existentielle. Et aujourd'hui, en tant qu'homme, je pense que l'opportunité que l'on a, c'est qu'on peut vraiment se laisser aller à sa sensibilité et à l'homme qu'on a envie d'être. Et c'est assez formidable, tout en étant formidablement compliqué. Et c'est pas pour autant qu'on sera forcément beaucoup plus heureux en masse absolue, mais c'est une belle trajectoire, puisque la vie est ainsi faite que à la fin on va tous mourir, qu'on a un destin tragique, mais comme le disait Camus, on peut imaginer un Sisyphe heureux. Donc autant prendre en main ce parcours et essayer de se l'approprier au plus possible. Écoutez, ça fait plaisir à entendre, parce que c'est tout le sujet de mon livre et toute ma pensée résumée admirablement bien. Mais vous avez raison, c'est le chemin le plus difficile que vous empruntez. Parce que suivre les traces qui sont bien définies et puis pas se poser de questions, ça peut sembler plus facile, mais de se dire quel homme je veux être et comment je veux être et d'y réfléchir, c'est plus ardu, mais quel beau chemin de liberté. C'est justement ça le problème, c'est que il faut pouvoir oser être libre. Vous êtes un homme libre, Bruno. Je l'essaye. Mais oui, mais vous y arrivez apparemment. C'est accepter de prendre le chemin qui nous convient, et non pas parce qu'on est tous de toute façon formatés par nos parents. Et à un moment donné, on essaye de voir qu'est-ce qu'on garde de ce formatage et qu'est-ce qu'on fait pour être soi. Mais Benjamin, l'éditeur précédent, avait une bonne question sur est-ce qu'on était plus heureux avant que maintenant. Je pense que simplement en lisant les livres, qu'ils soient de l'Antiquité ou simplement du XIXe siècle, on se rend compte que les rapports hommes-femmes, l'amour, c'est le sujet principal. Et il y a eu des drames dans Shakespeare, il y a eu des histoires plus ou moins drôles au XIXe siècle, plus ou moins emballantes, Madame Bovary et autres, et on se rend compte que l'amour est le sujet principal et qui échappe finalement le plus souvent aux protagonistes. Donc je pense que on est un peu condamné à la fois tenter des choses, à essayer d'être heureux et quelque part avoir une place au hasard et à la destinée malgré tout. C'est assez... c'est la question qu'il faut... Moi, la question que j'ai envie que les gens se posent, Bruno, c'est au fond essayer de réfléchir aujourd'hui en France. Si vous n'êtes pas heureux, quelle est votre part de responsabilité? Parce qu'au fond, être libre, c'est ça, c'est trouver sa responsabilité pour faire du mieux qu'on peut. Et c'est vrai qu'en France, quand même, on a quand même pas mal de choix par rapport à certains pays comme le Yémen ou l'Afghanistan. Je pense que c'est plus facile d'être heureux ici, même s'il y a bien sûr beaucoup de problèmes. Je suis pas en train de les nier. Mais je pense que vous avez remis l'équation au bon endroit. C'est que je peux rêver de changer le monde et de changer tous les autres,
pour qu'ils me conviennent et qu'ils soient exactement tels que j'aimerais pour que le bonheur soit parfait, ou je peux travailler sur moi. Et c'est généralement plus facile finalement de travailler sur soi et de pouvoir avoir une perception différente des choses que de devoir changer le monde radicalement pour qu'il soit à votre convenance. C'est effectivement exactement ça, et on entend que vous travaillez à une force intérieure qui vous permet justement de ne pas avoir de carapace, de pouvoir accepter la vulnérabilité ou la fragilité et la force. Donc ça, c'est vraiment puissant et précieux pour vous et certainement pour les gens qui vous entourent. Je dirais que je suis l'anti-Brel. Quand vous écoutez Brel sur sa relation à l'amour, à chaque fois, c'est une terra incognita. La femme, à la fois, c'est un objet de désir et d'amour intense. Je ne dis pas qu'il n'a pas aimé, mais c'est vraiment un étrange objet pour lui, et que finalement, dans son confort de relation à l'autre, c'était tellement mieux d'être avec des mecs, parce que là, il savait à qui il avait affaire, et c'était sa zone de confort. Moi, je tiens la porte à mon épouse, je lui mets mon manteau. J'ai beaucoup de rites de cette nature un peu protecteur, mais pour autant, je ne pense pas qu'elle soit du tout un être fragile, totalement sous ma dépendance. Et c'est même un alter ego. Je la considère comme... Oui, vous la sécurisez par amour, mais vous ne la soumettez pas parce que vous avez besoin d'être dominant. Oui. Écoutez, je crois qu'on a Bruno qui a tout compris. Oui, vraiment, ça fait plaisir d'entendre un homme qui se questionne et puis qui est en mouvement vers une liberté intérieure très forte, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable, c'est sûr. Merci beaucoup Bruno. Merci Bruno. Merci déjà à tous les trois d'avoir réagi. On voit que les hommes se questionnent, et à partir du moment où on se questionne, on a des chances de trouver la bonne réponse. C'est déjà ça. Oui, et puis je pense qu'il a dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que souvent les hommes qui se sont pas questionnés sur eux, qui n'ont pas fait ce chemin initiatique, de prendre conscience de ce qui leur arrive, de se révolter contre certaines choses qui leur plaisent pas, et puis de gagner ensuite en dépassement de soi et en liberté. Eh bien, ces hommes-là ont peur des femmes. C'était clair quand il parle de Brel qui se rassurait avec les copains. Donc cette peur des femmes les amène à vouloir les soumettre, parce que puisqu'elles me font peur, il faut que je les domine. Et on voit bien que c'est là que démarrent les problèmes. La guerre des sexes. La guerre qui n'a pas lieu d'être. Petite devinette avant de se retrouver pour continuer à parler des hommes d'aujourd'hui. Pourquoi Disney devrait vendre des soutiens-gorge? Pourquoi Walt Disney devrait vendre des soutiens-gorge? La réponse après les infos. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez. Et puis Benjamin Laverne sera le maître de cérémonie de la 51e cérémonie des Césars. L'acteur sociétaire de la Comédie Française a été nommé 5 fois dans sa carrière, dont 2 dans la catégorie du meilleur acteur. La cérémonie des Césars sera diffusée le 27 février prochain en clair sur Canal+. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, avec Hélène Vecchiali, nous allons au secours des hommes. Merci en tout cas Hélène d'être avec nous, et merci pour ce livre, La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée. C'est aux éditions Très Daniel. On va continuer à les écouter, ces hommes, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi Disney devrait vendre des soutiens-gorge? Je suis nulle dans vos devinettes, Brigitte. Parce que les femmes, elles aimeraient bien avoir des seins animés. Waouh, trop fort. C'est joli, Oui. C'est joli. Des dessins animés. Ouais, oui, ce serait chouette. Bonjour Tariq. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très bien, très bien. Bonjour Tariq. Bonjour. Je suis ravie de vous entendre réagir, messieurs. Ne baissez pas les bras. Alors non, moi je baisse pas du tout les bras, au contraire. Je voulais commencer juste par remercier votre intervenante, parce qu'elle est très pertinente. Merci beaucoup. Et du coup, j'irai acheter son livre, puisque ça m'a l'air intéressant. Ça l'est, je le confirme. Merci. Merci de votre confiance. Avec plaisir. Je voulais parler de la guerre des sexes actuellement, alimentée par les réseaux sociaux. Puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de mouvements féministes et aussi
de mouvements similaires du côté des masculiniste, oui. Exactement. Et malheureusement, vous savez comment ça se passe dans les réseaux sociaux. Il y a un algorithme qui fait que vous êtes enfermé dans votre pensée et vous voyez que des vidéos par rapport à ce sujet-là. Oui. Et malheureusement, ça crée beaucoup de frustration chez les hommes et chez les femmes. Et je pense que les hommes doivent comprendre qu'ils ont besoin des femmes et les femmes doivent comprendre qu'ils ont besoin des hommes. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs hommes différents. Il y a ceux qui, comment dire, il y a ceux qui conseillent, enfin il y a les conseillers, il y a ceux qui sont plus dans l'action. Et en réalité, l'homme doit essayer de comprendre dans quelle catégorie il est et juste, enfin, arrêter d'être frustré et d'essayer de, comment vous expliquer ça? Par exemple, un homme qui n'est pas dans la force pure, il devrait arrêter d'être frustré en regardant les hommes qui sont dans l'action et la force pure et se concentrer sur leur domaine, s'ils sont bons dans l'écoute, etc. Et essayer d'arrêter de chercher des femmes qui elles sont intéressées par ce type d'homme, tout simplement. Oui, vous avez raison. Hein, ce que vous dites, sous votre contrôle, je résume. Vous dites en fait que chaque homme et chaque femme apprennent à être soi-même, et puis à partir de là, faire des choix qui correspondent à ce qu'ils sont et pas à ce qu'ils voudraient être ou ce qu'on leur demande d'être, à être et pas à paraître. C'est exactement ça. C'est pareil pour la femme. Enfin, oui. Elles disent que tous les hommes sont des connards entre guillemets, mais elles sont pas intéressées par le petit employé tout gentil qui fait aucune vague, aucun excès. Elles sont attirées par malheureusement comment dire, l'homme viril. Le bad boy. Exactement, oui, il y a le fantasme du bad boy. Certaines femmes, on va pas trop généraliser. Non, bien sûr. Je généralise pas du tout. Mais je veux dire, voilà, il faut savoir ce qu'on est et puis aussi chercher quelque chose qui est adéquat à notre... Oui, qui nous correspond. Oui, et puis savoir se remettre en question, Tariq, parce que si on tombe tout le temps sur des connards, peut-être qu'on peut se poser la question... Pourquoi on est attiré toujours par ce genre d'homme? Pourquoi je répète quelque chose? Ça parle de nous quand même, à un moment donné, quand on peut tomber par hasard une fois sur un, mais pas si c'est tout le temps sur cela, ça parle quand même de nous, quoi. Oui. Ouais, je suis d'accord. Parce que une fois qu'on... Mais c'est ce que disait Bruno et c'est ce que vous dites, Tariq, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devient homme parce qu'on va faire son chemin personnel et on va choisir quel homme on a envie d'être. Donc c'est plutôt positif et c'est pareil pour les femmes. Aujourd'hui, après tout, si on a envie d'être une femme au foyer, on a le droit et c'est formidable d'élever ses 4 enfants et ne pas travailler. Et il n'y a pas à juger, personne n'a à juger. Et si on a envie d'être une chef d'entreprise, on a le droit aussi. Donc tout devrait être pour le meilleur des mondes aujourd'hui, et pourtant ça coince de tous les côtés. Oui, je suis d'accord. Et puis c'est surtout cette déconstruction de l'homme qui fait qu'on en est là aujourd'hui, puisque en fait, vous savez, l'être humain en général, et je dis bien en général, il aime bien être guidé et être en autopilote dans son cerveau. Voilà, il sait ce qu'il doit faire, il sait à quoi, entre guillemets, il doit ressembler. Et là, maintenant, le fait de donner autant de liberté et de... les gens se perdent. Vous avez totalement raison. Franchement, on a des hommes super philosophes aujourd'hui. Ça fait du bien. Oui. Mais je pense aussi que pour arriver à ce projet, ce beau projet dont vous nous parlez, c'est-à-dire être soi, pour ce qui concerne les hommes, puisqu'aujourd'hui on parle des hommes, mais c'est valable pour les femmes, moi j'aime bien ce terme, cette expression rituel de passage. Dans les peuples autochtones, pour passer du stade de fils au stade homme, il y avait des rituels de passage. Alors on envoyait le jeune homme tout nu dans la forêt avec un petit couteau en bois pour se battre contre un lion. Bon, pour les hommes, ici, aujourd'hui, en France, c'est plus ça qu'on va leur proposer comme rituel de passage. C'est moins ardu, quoique...
Mais le rituel de passage, c'est se confronter à soi-même et savoir quel homme on a envie d'être, quel homme je veux être, et non plus suivre le troupeau et suivre soit les machistes, soit les hommes effacés ou les hommes soumis. C'est quel homme je veux être moi. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est intéressant et la liberté fait peur, hein. Bien sûr. De toute façon, être un homme, ça s'apprend pas. J'ai envie de vous dire, soit on nous explique et on nous guide, ou soit malheureusement on apprend à être un homme tout seul, en se trempant, en tombant dans tous les pièges, et parfois ça peut mener à un certain extrémisme dans une pensée ou une autre, quoi. Et c'est pour ça que c'est très important que les hommes du 21e siècle essayent de guider leurs enfants le plus possible. Après, évidemment, ils feront leur propre choix, mais au départ, il y a effectivement à les guider et à les protéger d'eux-mêmes et des autres, et leur transmettre des belles valeurs, pour qu'après ils aient la possibilité de faire leur propre choix. Oui, mais il faut pour ça déjà avoir fait un peu son chemin, hein, parce que sinon on est un parent très déficient. Hein. Oui. Donc, vous avez un fils, Tariq ? J'ai un fils, mais il a 2 ans. Donc alors ça va. Oui. Pour l'instant, vous l'aidez à tenir debout déjà. Il tient debout, ça y est. Ça y est. Bon. Il est tombé plusieurs fois, on l'a relevé, on l'a félicité, puis. Ça, et ben voilà, c'est ça. On tombe, et ben on dit c'est pas grave, t'inquiète pas, la prochaine fois tu vas tenir debout, et c'est comme ça qu'on avance. Oui. Bien sûr. Mais ça, à tous les âges, hein, même à la vingtaine, il tombera. Peut-être que ce sera pas physiquement, mais il faudra être là pour le relever et l'accompagner encore. Et à un moment, vous le laisserez voler de ses propres ailes. Évidemment. Merci beaucoup, c'est un témoignage formidable. Et puis regardez, je viendrai voir Laurent qui nous envoie aussi ce témoignage. Avant, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. C'est Rumi qui a dit ça en 1210. Ça, bravo. Hein, vous voyez ? Oui. C'est Laurent qui nous envoie cette citation. Bon. Merci Laurent. On continue. Mais dans un instant, on va écouter le C'est maintenant avec Pierre qui a envie de nous raconter quelque chose. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Alors je voudrais rendre hommage à Hélène Vecchiali parce que c'est Hélène qui m'a aidé à trouver cette nouvelle petite pastille dans cette émission où on permet à quelqu'un de dire quelque chose qu'il n'a peut-être jamais osé dire, et je trouve que merci Hélène. Merci de votre merci Brigitte. Et on va écouter Pierre qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Pierre. Et donc il y a quelque chose qui a changé votre destin, c'est bien ça ? C'est ça. Alors en fait, grosso modo, juste pour le contexte, avant donc j'étais marié, j'ai eu 2 enfants, divorce, et j'ai rencontré quelqu'un en fait sur Badoo, chose que je m'étais complètement interdit, de par la culture hyper religieuse dans laquelle j'étais élevé. Donc c'était un mariage pour la vie. Et le jour où ça s'est séparé, j'ai fait le pas. Donc je me suis inscrit sur Badoo et j'ai rencontré quelqu'un. Donc je suis une africaine. Et c'était pour moi le coup de foudre, mais instantané. Et je lui ai dit, le jour où je t'ai rencontré, c'est avec toi que je me marierai. Ce qui n'était pas son cas. Et donc on a passé plusieurs années comme ça. Moi je l'avais régulièrement demandé en mariage, parce que je tenais vraiment à elle. Et pour elle, il fallait toujours attendre, parce qu'elle voulait être vraiment sûre. Et un jour, en fait, elle a eu un... Ce qui est plutôt bon signe, ça prouve que vous n'étiez pas tombé dans un piège d'une femme qui cherche à être épousée. Tout à fait, c'est ça. Et un jour, en fait, elle a eu un décès de sa deuxième maman, en fait. Et ça, il y a 1 an et demi à peu près. Et là, ça lui a mis un électrochoc. Et elle a dit, si jamais je le perds, alors que ça fait je sais pas combien de fois qu'il me demande en mariage, qu'est-ce que je vais faire ? Elle est de quel pays ? Parce que l'Afrique, c'est grand. Côte d'Ivoire, oui, parce qu'il y a des cultures différentes en Afrique. Hein, c'est pour ça que je me permets de... Et là, du coup, en fait, pour mon anniversaire, l'année dernière, elle m'a invité au resto, tout ça, et elle m'a fait du coup sa demande en mariage à son tour. C'est émouvant. Voilà, moi je lui avais dit je le ferai plus, je lui ai demandé suffisamment, donc après ça va être ton choix. Et du coup, elle m'a demandé un mariage au restaurant. Et puis après, tout s'est enchaîné. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez été tellement ému que vous avez eu les larmes aux yeux ? Oui.
Oui, j'étais Non, sûre. j'ai pleuré. J'ai pleuré, c'est vrai. Bon, bah, comme quoi, les hommes sont quand même capables de pleurer. Bien hein. sûr. Oui, c'est important de pleurer, je pense. Hein. Enfin, pour moi, c'est... si on est à l'écoute de ses sentiments, vraiment de ce qu'on est... Bah, surtout on a pleurer de bonheur, c'est formidable. Voilà. Et là, du coup, on s'est mariés, on a fait la dot en Côte d'Ivoire, le mariage civil en France. Et là, si tout va bien, dans 6-7 mois, du coup, on part s'installer en Côte d'Ivoire. Voilà, on déménage. Ah oui, un grand bouleversement alors. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'est un grand changement de vie. Et voilà, du coup, je suis super heureux, quoi. Du coup, j'ai monté d'autres projets là-bas pour continuer à vivre, parce que bien sûr, il faut des revenus. Et donc, j'ai plein de projets qui sont en route là-bas. Et du coup, je suis super content. Et voyez, moi, ce que je trouve intéressant dans votre témoignage aujourd'hui, où on est en train de parler des hommes, justement, on voit aussi que pour les hommes, c'est parfois une femme qui va les faire changer complètement de destin, de vie, voire même de personnalité. Je suis sûre que vous n'êtes plus le même homme. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. C'est vrai qu'avec elle, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué. J'ai appris énormément de patience. Et mais vraiment, oui, parce que les femmes africaines, c'est pas des femmes dociles. Hein. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les Françaises. Rien à voir. Elles ont des, comment dire, si je peux me permettre, des putains de caractères. Ouais, donc c'est très cru, mais c'est très vrai. Et puis il faut assurer, hein. Faut être un homme viril. Hein. J'essaie de faire du mieux que je peux. Avec vos conseils, avec votre émission, tout ça, j'ai appris énormément de choses. Et pour le coup, je tiens à vous remercier également. Non, mais je vous en prie. Non, mais c'est vrai, ce qu'on oublie quand même un peu, mais souvent, derrière un homme, il y a une femme. Hein. C'est vrai. Oui. C'est tout ce qu'elle dit aussi. Et oui, l'inverse commence à être vrai aussi. Mais bien sûr. Mais on a besoin les uns des autres. Oui. Et quand... Une équipe. Oui, exactement. Puis... J'aime bien la notion d'équipe. Vraiment, ça me parle beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qui fait que quand vous la rencontrez, vous êtes... Parce que là, ça fait pas mal d'années que vous vous connaissez. Ça fait 8 ans maintenant. Oui, donc on n'est plus dans le coup de foudre. Donc les yeux se sont ouverts et vous continuez à être heureux et amoureux. Donc tout va bien. Mais qu'est-ce qui fait quand vous la rencontrez que vous êtes... que vous dites, c'est la femme de ma vie, quoi. Parce que c'est... Alors, je me suis souvent posé la question, et aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse. C'est vrai qu'en fait, le jour où je l'ai vue, en fait, on avait rendez-vous un soir, j'étais en retard parce que je trouvais pas le lieu du rendez-vous, et en fait, on s'est retrouvés sur un pont, tout bêtement, parce que c'était un endroit facile à trouver, et quand je l'ai vue, mais pour moi, ça a été une étincelle dans ma tête. Et il y a tout qui s'est déconnecté, j'ai rien compris. Et je suis tombé, mais amoureux à l'instant même. C'était vraiment le coup de foudre. Alors qu'avec ma première femme, voilà, on a appris à se connaître, à se rencontrer, à s'aimer. Ça n'a pas été pareil, mais là, ça a été... je peux pas l'expliquer. Et vous aviez quel âge quand vous la rencontrez 40 ans. Oui. J'allais avoir mes 40 ans, donc j'avais 39 ans. Donc sans doute que vous étiez à l'âge où vous aviez à peu près compris où vous en étiez, ce que vous vouliez, ce que vous ne voulez plus, et que vous avez ressenti qu'elle apportait justement ce que vous vouliez, et elle n'avait pas les quelques cartons rouges, comme je dis souvent, qui auraient fait que de toute façon ça ne pouvait pas coller. C'est peut-être bien. Ouais. Alors après, c'est vrai que moi en amont, j'avais fait beaucoup de travail sur moi. Oui, j'avais pas mal d'énergétique, de choses comme ça, donc je suis très très à l'écoute de mon corps. Oui, je pense qu'il y a eu cette intuition qui n'aurait pas pu avoir lieu quand vous n'aviez pas fait encore ce travail sur vous. Oui. Ah oui, ça c'est certain. Ouais. Mais c'est une belle histoire, hein, vraiment. Merci de la partager. Avec grand plaisir. Bon, vous m'écouterez par le web quand vous serez là-bas. Ah ben oui. Parce que sinon vous allez la perdre. Hein. Non, je vous écouterai toujours. Il n'y a pas de problème. Non, mais je vous demande pas un serment de ce point, à ce point-là, Pierre. Non, je vous écoute pas tous les jours, ça c'est vrai, mais quand j'ai l'occasion, à chaque fois que je peux, c'est vrai que j'aime bien parce qu'on apprend du coup énormément de choses, plein d'horizons différents, plein de sujets différents, et on se retrouve toujours quelque part. Et justement, en plus, ça vous ennuie pas que je vous pose une petite question par rapport au sujet du jour? Est-ce que aujourd'hui vous êtes à l'aise, vous vous sentez homme et vous trouvez que on en fait peut-être un peu trop sur cette histoire des hommes, des femmes?
Ah, alors là, pour moi, oui, totalement. Pour moi, je suis un homme à part entière. Et alors, c'est vrai que tout ce qui se passe avec les LGBT et tout ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. On est homme ou on est femme. Alors après, comment dire, que des gens ne se sentent pas bien dans leur peau, ça, je peux l'entendre. Mais après, vouloir faire changer de sexe à des enfants, là, par contre, c'est une chose qui, pour moi, ne passe pas du tout. Qui veulent le faire plus tard, après un suivi psychologique, tout ça, j'ai aucun souci avec ça. Je peux le comprendre. Mais voilà, j'ai quand même du mal. Maintenant, je l'accepte. Voilà, je suis pas fermé. Par contre, voilà, pour moi, ma femme, c'est ma femme, et ça reste une femme, et je suis un homme, et je reste un homme. Eh ben, très bien. Voilà, c'est dit. Voilà. C'est dit, c'est clair. Merci en tout cas. Merci beaucoup Pierre. Allez, on fait une petite pause, on va continuer à évoquer les hommes, mais d'abord on va se retrouver pour le sexo-conseil, on va parler du corps, zone érogène. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo-conseil. Eh bien, Hélène Vécali, voilà ce sexo-conseil, le corps, zone érogène. Alors, je ne vais pas parler des organes génitaux, parce que ça, on sait que c'est quand même une zone érogène, enfin, j'espère. Mais je vais plutôt vous inviter à découvrir d'autres parties du corps qui, bien que stimulées, peuvent parfois rester un peu mortes. Mais parfois, en insistant, eh ben, on peut les réveiller. Alors, il y a des endroits plus érogènes que d'autres, en tout cas plus sensibles que d'autres, on va dire. Parce que érogène, c'est pas forcément du plaisir, mais qui, en tout cas, c'est des parties du corps plus sensibles, notamment les pieds. Hein, on sait que les pieds, la plante des pieds, les gros orteils sont plutôt des parties sensibles. Alors les mains, bien sûr, hein, la paume de la main, enfin, je veux dire, moi je conseillerais vraiment dans un premier temps, quand on rencontre quelqu'un, c'est déjà cette caresse dans la paume de la main, parce que c'est un endroit particulièrement tactile, sensible, et ça veut dire quelque chose. Hein. Le ventre, notamment au niveau du plexus solaire, on peut faire des pressions un peu douces, descendantes, ça provoque des sensations internes intéressantes. Alors il y a le visage aussi qu'il faut pas oublier. Alors la bouche, certes, bien sûr, hein, mais il y a des endroits du visage, par exemple un baiser sur une paupière, c'est quelque chose de particulièrement doux qui peut être intéressant. Et puis il y a bien sûr le cou, qui est un endroit très sensible aussi. Le cuir chevelu, hein, un petit massage du crâne sensible, bien fait, c'est tout à fait agréable. Et puis il y a quelque chose que beaucoup de gens connaissent, mais qu'on oublie parfois, c'est le lobe de l'oreille. C'est hyper sensible, le lobe de l'oreille. Donc tout ça, il faut y penser, parce que quand on caresse ces zones, par exemple à des moments qui sont pas du tout dans un but d'une rencontre sexuelle, ben c'est une façon de créer du lien, de créer une sorte de tendresse un peu sensuelle. Et puis n'oubliez pas les mots qui seront les caresses du cerveau. Ah, ça c'est bien, les caresses du cerveau. Surtout les femmes, on y est, paraît-il, très très sensible. Enfin, oui. Je sais pas, hein, c'est ce qu'on dit. Bonjour Jacques, merci de prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci pour ce thème aujourd'hui qui est super, déjà. Voilà. Merci d'y participer, Jacques. Alors, je voulais vous parler d'une belle histoire par rapport à justement le thème d'aujourd'hui. Et je vais m'excuser auprès d'Hélène parce que je vais malheureusement pas parler de son livre. Mais c'est plutôt d'un livre que j'ai lu il y a quelque temps, qui est écrit par Jean-Philippe de Tonac. Je sais pas si vous connaissez. Oui, que je connais. Oui. Voilà, qui est super, qui habite justement dans notre village. Et ce livre, par hasard, je suis tombé dessus. Et ça s'appelle « L'éloge de la vulnérabilité des hommes ». Et je tombe par hasard sur ce livre, je lis ce livre, je suis passionné. Et puis un jour, j'apprends qu'il passe dédicacer ce livre dans la librairie de la ville. Donc je le rencontre, on va à cette rencontre littéraire. Et un ami à nous, donc, prend la parole et lui demande éventuellement de créer un cercle de parole d'hommes dans notre région. Et donc, Jean-Philippe est aussi au démarrage de ça, comme avec Bruno. Et depuis, donc, régulièrement, une fois par mois, donc, un cercle de parole d'hommes se réunit. Et c'est très extraordinaire. Je suis encore très touché parce que hier soir, justement, il n'y a pas de hasard. On s'est tous réunis, on était très nombreux. Et la parole se délie, la parole, elle est écoutée, la parole, elle est comprise. Et c'est puissant.
c'est puissant dans l'émotion, c'est puissant dans ce qui est dit. Bon, il y a beaucoup de cercles d'hommes dans la France qui sont faits, mais je trouve ça extraordinaire. Voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment des moments de partage entre hommes, de discussion sincère, de souffrance, de bonheur ou d'autres, de joie. Et voilà, je voulais juste parler de ça aujourd'hui parce que j'avais été un peu... c'est très content de tomber sur ce thème aujourd'hui, le lendemain de cette rencontre, ce cercle très fort. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Je cite ce livre dans mon propre livre. Parce que, oui, et puis j'ai rencontré son auteur. Et on a beaucoup discuté. Et c'est vrai que ces cercles de parole sont précieux et puissants. Et puis, cette vulnérabilité, ce qu'il faut savoir, c'est que vulnérabilité, c'est un mot qui a pour étymologie vulnus, qui veut dire blessure. Et on est capable d'accepter sa blessure lorsqu'on est un homme initié. Donc je reviens moi à mon propre cheval de bataille. Et lorsqu'on est un homme initié, être capable d'accepter sa blessure, c'est puissant parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir la guérir. Mais il y a ce travail à faire aussi avant de pouvoir accepter ça, de trouver sa force intérieure pour... Vous voulez dire qu'il faut arrêter de dire même pas mal? Voilà, tout à fait. Et donc, oui, c'est intéressant qu'il y ait ces cercles de parole et que les hommes puissent échanger sur ces bouleversements qui arrivent aujourd'hui et sur cette nécessité de se métamorphoser, de s'initier pour pouvoir accepter ses fragilités, ses forces et être en paix avec ça et être libre. Mais ça date de pas mal d'années déjà, ce livre, il me semble. Oui. Guy Corneau, déjà. Oui, Guy Corneau, bien sûr. C'est ça, au Canada, oui, tout à fait. Oui. Après, il faut être vigilant. Il y a cercle de parole et cercle de parole. Le cercle de parole auquel vous appartenez est vraiment sain et puissant. Mais il y a d'autres cercles de parole dont j'ai entendu parler, où là, il me semble que c'est plus complexe parce que il y a beaucoup de larmoiement, de victimisation, on est faible, il faut qu'on accepte qu'on soit faible, on en a marre d'être fort, on n'en peut plus. Oui. Donc ça, ces cercles-là, il me semble que c'est préjudiciable parce que oui, c'est bien de livrer ses douleurs, mais une fois qu'on a livré ça, s'il n'y a rien pour les ramasser et pour les transformer, ça peut être plus pesant que ce que vous faites vous dans vos cercles de parole. Et puis c'est jovial parce qu'à la fin on se réunit, on partage un repas. Et du pain en particulier. Oui, en particulier. Et puis oui, par rapport à Jean-Philippe. Et puis en même temps... ça vient de là, un compagnon. Hein, ça vient de... et Jean-Philippe a une formation de boulanger. Tout à fait, pour ça, oui. Et puis en même temps, voilà, donc on va organiser des balades botaniques ou des balades avec les champignons ou des randonnées ensemble. Donc ça crée des liens, quelque chose qui... C'est pas facile, les liens entre hommes, souvent. Je trouve que c'est pas simple. Oui. Et grâce à tout ça, ça crée des amitiés. C'est-à-dire que c'est plus facile quand on a bu 3 bières. Hein. Là, elle vous taquine, là. Ah oui, là, non, mais je taquine parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'image des hommes qui se retrouvent pour un match de foot ou qui se retrouvent au bistrot en train de boire de la bière. Mais c'est pas de ces hommes-là dont on parle aujourd'hui, évidemment, même si bien sûr on a le droit aussi de se retrouver. Boire de la bière. Avec modération, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, les femmes entre elles vont facilement parler de leur vulnérabilité. C'est peut-être plus compliqué pour les hommes. Par exemple, je sais que les hommes ont du mal entre eux à parler d'une défaillance d'érection ou de choses comme ça. Mais je suppose que vous abordez pas ces sujets-là. De toute façon, c'est pas le propos. Non, c'est plutôt l'introspection des choses plus profondes, des souffrances, soit actuelles ou plus anciennes, qui nous permettent en s'écoutant, de se dire effectivement, on n'est pas tout seul. Et c'est important de savoir que voilà, on n'est pas supérieur, on n'est pas ce qu'on est des hommes, que non, on a nos fragilités, nos souffrances, notre passé, etc. Quoi. Oui. Et il y a ce livre de Corneau qui est très fort et qui s'appelle Père manquant, fils manqué. Et je crois que tout homme devrait que je cite aussi.
Oui, je crois que tout homme devrait lire ce livre aussi. Oui, mais ce qu'il faut quand même comprendre, Jacques, c'est que on vient d'une époque où les hommes, de toute façon, ils devaient aller se faire trucider, et si on les laissait un peu s'écouter, c'était plus possible, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, les hommes viennent de loin aussi. Bien sûr que c'était pas facile pour les femmes au siècle dernier, mais c'était pas facile non plus pour les hommes. Et donc il faut bien comprendre que on vit. Moi, je trouve qu'on vit une époque assez extraordinaire. Je reviens à ce que disait Bruno dans la première heure. Finalement, c'est une liberté que l'humanité n'a jamais eue. On n'est plus les mêmes pères. Non. Et les mêmes hommes non plus. Vous avez le droit de pleurer. Regardez, on a entendu Pierre qui a pleuré tout à l'heure et qui ose le dire sans se sentir diminué. Donc c'est compliqué. Donc c'est normal que vous ayez peut-être besoin de ces cercles de parole et de vous rendre compte que ça fait du bien de pouvoir pallier ces blessures en parlant. Tout à fait. Sans juger, et ça c'est bien. Oui, tout à fait. Voilà. Et vous pensez que s'il y avait une femme ou deux, par exemple, vous vous sentiriez jugé, ou ça serait pas la même chose, de toute façon, c'est sûr. C'est pas la même chose, je pense. Non, mais ça c'est sûr. Je pense pas, non. Je pense qu'il y aurait peut-être moins de facilité de... Enfin, je sais pas, je peux pas vous dire, mais je pense pas. C'est pas une question de ségrégation, de... Attendez. Mais moi je suis persuadée, et je crois que moi j'ai fait des conférences à un moment donné devant les chefs d'entreprise justement sur les relations hommes-femmes au travail. Il est évident qu'on n'a jamais le même comportement quand on est face à un homme ou face à une femme. C'est une réalité et c'est stupide de le nier. Bien sûr, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Eh ben, c'est formidable. Merci à vous. Si vous refaites une émission là-dessus, j'admire Hélène et puis je pense que je vais acheter son livre, mais parce que ça a l'air très passionnant. Mais je veux dire, à l'occasion, Jean-Philippe est aussi quelqu'un d'extraordinaire à recevoir aussi au sein de votre émission, parce que il est riche, voilà, je suis très admiratif cet homme. Donc, voilà. Oui, effectivement, c'est quelqu'un de très puissant et très humble. Et pour la petite histoire, moi je rêve de venir un jour, alors comme je suis une femme, c'est certainement compliqué, mais à un cercle de parole pour parler de l'initiation et des meurtres symboliques des pères et mères, pour voir l'incidence que ça a sur les hommes. Mais voilà, je suis une femme, donc à moins de me déguiser, ça va être compliqué. On est dans l'Uzès, on est près d'Uzès, c'est une belle région. Oui, je sais, oui. Pourquoi pas. Si vous m'invitez, je viens. Allez, pourquoi pas, on en parlera à Jean-Philippe. Parlez-en à Jean-Philippe, et puis peut-être que Jean-Philippe, je peux avoir ses coordonnées. Et oui, je les ai, moi, oui. Je peux toujours essayer de voir si ça l'intéresse de venir en parler à cette antenne. Merci en tout cas beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Et merci à tous. On continue dans un instant, et c'est quand même un petit peu normal qu'on donne la parole à une femme pour conclure, peut-être. Oui, peut-être, oui. On l'écoute dans un... Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous, psychanalyste, et vous avez écrit ce livre à la fois pour les hommes mais pour les femmes aussi, qu'on comprenne bien comment les hommes peuvent être des hommes. Ça s'appelle La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée, aux éditions Très Daniel, et j'espère que vous l'avez envoyé à Sandrine. J'ai pas osé. Vous avez pas osé. Oh, c'est dommage, mais si elle nous écoute, qu'elle n'hésite pas à l'acheter. Bonjour Vanessa. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Vanessa. Eh bien, on vous écoute. Réagissez. Vous savez que vous êtes la femme qui va répondre à tous ces hommes. Alors qu'il reste ceux qui sont. Voilà. Bon, il existe des matures. Je vois mon père, par exemple, il a quand même plus de 70 ans. Ma mère fait tout à la maison. Il s'occupe de rien. Il dit sa petite vie. Si elle est malade, elle se débrouille. Voilà. Mais moi, voilà. Donc vous aviez un père macho. Oui. Osons le dire. Un père, attention. Vous parliez d'hommes ça restait quand même un père. Il s'est très bien occupé de nous parce qu'on n'était que des filles. Quand il devait s'occuper de nous, il était là. Tout ce qu'on a eu besoin, il a toujours été là. Il n'y a pas eu de souci. Par contre, un très bon papa. C'est pas le problème. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être macho avec son épouse et être un bon père. Oui.
voilà, pourtant on n'a été que des filles, mais attention, par contre les garçons ils avaient intérêt à nous respecter. Par contre, c'était, voilà, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, moi j'ai voulu trouver tout l'inverse chez les hommes que je rencontre. C'est tout l'inverse de mon papa par contre. Voilà, c'est des hommes qui ont, a priori, de ce que je connais de leur passé, justement des parents qui les ont éduqués dans ce sens-là, que ce soit les mamans, les papas, à respecter les femmes, à les aider, à être présents. Tu vois, moi, ça me fait... Oui, mais voyez, encore une fois, Vanessa, ce qui est intéressant sur un plan tout bête, basique, votre père vous a respecté, vous a aimé, et vous choisissez des hommes qui vous aiment et qui vous respectent. Oui, mais qui me traitent différemment que mon papa traite ma mère, quand même. Oui, oui. Oui, mais parce que vous choisissez des hommes qui vous respectent. Oui, aussi. Votre mère n'a peut-être pas choisi un père qui la respecte. Dans un certain sens, si on va au bout de ce que vous me dites. Hein. Oui, on va dire ça. Mais oui, bon, c'était la mode à l'époque, c'était comme ça, mais effectivement, Brigitte a raison, c'est-à-dire que vous avez eu un père macho, mais s'il avait été vous avez eu un modèle d'homme macho, de mari macho, mais un père qui a été respectueux, attentif. Donc il a su vous donner de l'amour et il a su vous apprendre à vous respecter. Et si vous aviez eu un père macho, mais également tyran, dictateur avec vous, vous n'auriez pas réussi à faire le choix d'un homme aimant et respectueux et votre égal. C'est cet amour-là qui vous a permis d'être saine dans vos choix. Effectivement, dès que j'avais un compagnon qui ne me respectait pas, limite, il fallait que je le retienne, sinon il finissait en prison, quoi. Et voilà, attention. Mais après, il nous a un petit peu éduqués, peut-être comme des garçons aussi, ce qui fait que, j'apprécie énormément quand je vais chez les uns ou les autres, qu'on me prépare mes petites tartines le matin, quand je me réveille, ou que je passe un week-end et qu'on me demande de rien faire. J'ai rien à faire, ni vaisselle, rien. Je reste tranquille à rien faire, à me reposer. Tout ce qu'on me demande, c'est repose-toi. Voilà. Vous allez faire des envieuses, hein. C'est ça. Ou alors, même si on n'est pas dans un acte ou qu'on me propose, mais t'avais besoin d'un coup de main, pourquoi tu m'as pas demandé, j'aurais pu le faire pour toi, voilà. Oui. C'est génial, quoi. C'est bien, ça montre que vous avez su à la fois prendre le bon côté de votre père et ne pas prendre le mauvais côté de votre mère. Oui, on va dire ça. Voilà. Mais après aussi des amants qui savent que j'ai une fille et qui me posent toujours la question comment va ma fille, est-ce que tout va bien, voilà. Et donc, vu les hommes que vous avez rencontrés, que vous fréquentez, vous les aimez, vous les hommes? Ah oui. Voilà, un ami respectueux, il trace sa route. Je veux même pas en entendre parler. Mais je sais, sinon, dans l'ensemble, il y a bien peut-être une femme qui sera faite pour eux, mais voilà, moi je sélectionne ceux qui me conviennent, et les autres, ils trouveront sûrement chaussures à leurs pieds, mais pas avec moi, par exemple. Voilà, oui, et de fait, vous rencontrez des hommes qui sont équilibrés et qui n'ont pas peur de vous, qui n'ont pas peur des femmes. Et là, on est dans une équipe. Alors, je peux peut-être faire peur à certains parce que je suis très autonome. Justement, je suis capable de prendre ma tronçonneuse, ma hache, d'aller faire mon bois. J'ai eu peur, oui, moi aussi. Changer ma roue de voiture, faire ma mécanique et de rien leur demander. Au contraire, j'ai pas besoin de limite. Ça serait ce côté-là qui les gênerait des fois un peu parce que j'ai vraiment pas besoin d'eux non plus pour faire... qu'un homme pourrait faire. Alors moi, je vous donne un conseil pour qu'ils vous aiment encore plus de temps en temps. Faites-leur croire que vous avez un tout petit peu besoin d'eux. Oui, des fois, j'accepte un petit service de temps en temps. Pour dire, ok, d'accord. Parce que c'est terrible aussi pour un homme, mais ça c'est peut-être terrible aussi pour une femme, mais c'est terrible pour un homme d'avoir l'impression de servir à rien. Je crois qu'il se rend compte quand même qu'il sert à la rendre heureuse. Donc ça, c'est déjà gagné, en dehors de faire... Et puis je suppose aussi qu'il fait le barbecue.
si on en revient à Sandrine, il fait le barbecue quand même. Oui. Mais j'avoue, effectivement, au début, c'est là que j'ai compris qu'il fallait quand même que je leur laisse un petit peu de place dans tout ce genre de choses, parce que beaucoup m'ont dit mais à quoi je sers en fait. Et ça leur plaisait pas, effectivement. Donc j'ai pris un peu sur moi de me dire bon ok, on va laisser faire un peu monsieur dans ce qu'il sait faire et pas lui dire non j'ai pas besoin de toi quoi. Donc oui, j'ai pris un peu sur moi de partager. Oui, et puis comme vous dites, parfois ils font la cuisine, ils font le ménage et ils vous laissent vous reposer un week-end, donc vous les laissez faire aussi. Oui. Ah oui. Mais enfin, j'ai toujours envie de faire quelque chose, mais bon, non, on me dit non. Bon, ben, pour pas les vexer non plus, je dis non. D'accord, je reste tranquille, je bouge plus, mais voilà, c'est vrai que moi qui suis quelqu'un de très dynamique et qui supporte pas rester sans rien faire, je prends sur moi. Oui, mais voyez, je rebondis parce que c'est important aussi moi, je suis pour que les couples s'entendent et pour essayer justement de toujours tout montrer ce qui provoque des petits conflits ou des choses inutiles dans les couples. C'est vrai que les femmes ont tendance à être très hyperactives au foyer parce que est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, on s'en fout, mais c'est vrai et souvent, à la limite, elles laissent pas tellement l'homme le faire et si l'homme le fait, elles ont tendance à trouver, parfois juste raison, qu'il a moins bien fait qu'elle. Et ça pose déjà un petit souci parce que si l'homme veut rendre service et qu'on lui dit bah oui mais de toute façon t'as pas fait comme il fallait, ça provoque un petit conflit. Donc il faut faire attention à ça. Il faut laisser aussi leur place aux hommes si on veut qu'ils soient un peu plus participatifs aux tâches ménagères, non ? Oui, effectivement, c'est vrai que comme nous on est habitués, on fait ça bien. C'est pareil pour le ménage. Les hommes disent, moi je fais le ménage quand c'est sale. Et ils comprennent pas qu'on le fasse tout le temps. Alors on voit bien qu'on a ce que vous dites. Deux façons différentes de voir les tâches ménagères. Il faut que ce soit très sale, d'ailleurs. Donc oui, il y a à comprendre comment fonctionne chacun et pour s'en sortir, il n'y a rien de mieux que la communication. Oui, j'ai appris ça aussi parce que donc j'ai fait du travail sur moi, j'ai vu des thérapeutes et effectivement quand on va dire un homme va faire une tâche, vu que je suis un peu perfectionniste, effectivement, je prends sur moi, il me dit mais regarde, j'ai fait ça, limite j'ai presque envie de lui dire et alors tu veux une médaille? Alors je me retiens, je le fais pas. Voilà, mais je préfère ne pas regarder non plus parce que je sais que comme je suis perfectionniste, ça sera jamais assez bien fait. Alors je lui dis ouais, c'est super, merci. Il me dit t'as pas regardé? Ben non, je préfère pas, c'est gentil, tu l'as fait, c'est super, merci. Voilà, parce que je sais que si je regarde, ça va il va y avoir un truc à redire et je préfère, j'essaye de... Et ça vient de votre maman qui vous a montré à quel point il fallait être une très très bonne femme d'intérieur. Non, mais j'ai vraiment un côté très perfectionniste dans tout. Je suis très exigeante envers moi-même et j'essaye de pas trop demander aux autres d'être... Voilà. J'ai un petit peu fait un travail sur moi comme quoi la perfection n'existe pas et il faut l'accepter comme ça. Voilà. J'essaye moi-même dans le travail et quand on me dit non mais ça va, ça suffit comme ça, pas besoin de... Bon, ok, j'essaye de l'accepter moi-même qu'on me dise que ça suffit. De faire un petit hop, je m'arrête là, ok. C'est bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, d'un autre côté, c'est plus facile de passer du goût de la perfection à le goût de réduire un peu que d'être très mauvais et d'essayer d'être parfait. Donc voilà, c'est plus facile de réduire la voilure quand on est comme vous que l'inverse. Quelqu'un qui est pas bon et qui essaye d'être parfait, là, il a beaucoup plus de mal. Mais c'est un beau travail. Bravo. Et Vanessa, pour revenir sur le sujet du jour, vous trouvez que les hommes ont beaucoup évolué depuis, par exemple, une bonne dizaine d'années? Est-ce que vous trouvez que ça bouge chez les hommes ou est-ce qu'au fond, vous rencontrez un peu toujours le même profil? Non, ça a beaucoup bougé, oui, je trouve voilà, moi on va dire que j'ai des hommes entre 45 et plus et non, c'est une belle évolution, au contraire. Je vois une grosse différence avec mon papa, quoi. Oui, ça, votre père, on va le laisser de côté, Vanessa. En quoi ils sont différents depuis 10 ans? Plus à l'écoute.
Même ceux de 45-50 ans? Oui, je suis écoutée, je suis entendue et écoutée, les deux. Donc ça bouge quand même plutôt dans le bon sens. On terminerait sur un témoignage plutôt positif. Oui. Là, par contre, chose que il y en a de plus en plus. Oui, ils me laissent parler. Et d'ailleurs, je suis même surprise. J'ai l'impression qu'ils ont disparu. Non, on me dit non, je t'écoute et on prend en considération ma façon de. Si par exemple j'ai pris un truc de travers, on va me dire, on va entendre que je l'ai pris de travers alors que c'était pas, on n'avait pas du tout la même longueur d'onde. Et on va savoir discuter l'un de l'autre de ce qu'on a compris et entendu et en discuter. Et si moi je l'ai mal pris, j'ai déjà eu des excuses de l'autre côté parce que c'était pas, ils ont entendu que moi j'ai été blessée et que c'était pas leur but. Mais j'ai quand même eu des excuses malgré qu'eux n'avaient pas cette intention de me faire mal et ils comprenaient pas à la base, mais des excuses. Et pour un homme, je trouve que c'est génial d'un homme qui accepte de s'excuser et qu'on n'ait pas à lui demander, quoi. C'est une belle évolution. Eh ben, c'est formidable. Merci Vanessa de terminer ce témoignage de manière positive. Hélène Vecchiali, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre là en conclusion à tous ces hommes qui nous écoutent? Eh bien, moi j'ai été très émue d'entendre ces hommes qui ont appelé et qui ont osé parler d'eux et soit de leurs difficultés avec cette transformation, soit de leur force par rapport à ça. Et le témoignage de Vanessa, pour finir, était une belle conclusion, à savoir qu'il existe des hommes qui sont capables de bouger, capables de changer. Moi, je l'ai vu quand j'étais psychanalyste. J'ai vu des hommes qui étaient tout à fait courageux, se remettre en cause et réfléchir sur eux-mêmes. Lorsque j'ai coaché des hauts dirigeants, j'ai vu des hommes qui demandaient un coaching pour justement évoluer dans leur façon de manager, dans leur façon de communiquer, et qui y sont arrivés. Donc oui, les hommes qui veulent bouger et qui rêvent d'une société égalitaire entre les hommes et les femmes, ça existe. Eh bien, merci Hélène Vecchiali d'être venue nous en parler. Je rappelle le titre de votre livre, La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée. C'est aux éditions Très Daniel. Merci Brigitte. Demain, on sera avec Michel Odoul et on va parler des maux du corps. Et on va insister surtout sur les nouvelles maladies qui sont de plus en plus nombreuses, notamment toutes ces maladies auto-immunes. Et Michel Odoul nous expliquera pourquoi. Voilà. Et tout de suite, bien sûr, c'est Votre Avenir avec Alexandre Delovan. Sud Radio, votre avis fait la différence.